Salut à tous, c'est Christian Panzou, présentateur de l'émission KO sur Canal+ Sport International et bienvenue dans ce tout nouveau format, une prolongation logique pour nous de l'émission télé qu'on a la chance d'animer chaque semaine, avec vous notamment, Malik Sylla, c'est les off de KO. Alors le principe, je pense que vous allez comprendre, c'est assez simple, c'est de prolonger sur certains sujets qu'on aura abordés dans l'émission, de donner quelques petites indiscrétions, Malik, de la part des coachs, des combattants qu'on connaît, et puis d'aborder d'autres sujets un peu annexes du monde du fight, et surtout de faire découvrir encore plus ce milieu du MMA qui reste encore à faire découvrir. Il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas encore. Bonsoir Malik déjà. Bonsoir Christian. C'est clair, on va tous dire, je pense que c'est le bon format pour pouvoir parler de choses un peu hors émission, hors contexte, tous les à côté du MMA. Ouais. Le MMA, c'est un milieu qui est vraiment, qui mérite d'être découvert. Les combattants ont leur histoire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à partager à ce sujet. Et quoi de mieux qu'un podcast pour pouvoir parler de tout ça. Exactement, un petit peu plus en longueur que d'habitude, parce qu'on le fait déjà, ce travail dans KO, travail de découverte, de faire découvrir de nouveaux combattants. Mais là, on aura la chance, notamment cette semaine, qui est une semaine un peu cruciale pour le MMA francophone et français plus précisément, de faire découvrir certaines histoires. D'ailleurs, pour préciser, cette première, on l'a fait aussi à la veille, au moment où on enregistre ce podcast, on est à la veille de l'UFC Paris. On va d'ailleurs suivre quelques indiscrétions et vous donner quelques informations sur les pesées cérémonielles et les vraies pesées, les pesées qui ont eu lieu dans la matinée des combattants qui seront dans la cage lors de l'UFC Paris. Première chose, c'est, comme je disais, l'UFC Paris, c'est vraiment devenu le rendez-vous pour le MMA francophone et même, j'ai envie de dire, européen. Tout le monde se réunit à Paris début septembre ou la fin septembre, puisqu'il y a eu les JO cet été, pour fêter le MMA et aussi avec pas mal d'enjeux sportifs très intéressants. Ouais, on a la Fashion Week à Paris et là, on a la Fight Week. C'est vrai que l'UFC Paris, c'est devenu le rendez-vous pour le MMA français. Il faut savoir que le premier UFC Paris a été sold out en un temps record. Ouais. Le deuxième aussi. Et la France, c'est une terre de MMA. L'Europe aussi, ça gagne. C'est parti des États-Unis, ça arrivé chez nous. Bientôt, ça va conquérir l'Afrique et on sera là aussi pour raconter l'histoire. Mais c'est vrai qu'on est dans un timing parfait pour le MMA. Et là encore, demain, ça va être sold out à l'Accor Arena. Donc, moi, je suis très excité, en tout cas, à l'approche de cette carte. Et je suis pressé, en vrai. Pressé vite. Plus qu'un dodo. Ouais, un seul. Et puis on y est. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet des offs de KO avec une première question qui, à mon sens, est essentielle pour toi, l'ancien, parce que, bon, on va pas révéler ton âge, mais tu étais un ancien du monde du MMA en France et en Europe. Voir un tel événement en France, 3e édition de l'UFC à Paris, pour l'ancien que tu es, qui a eu beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'à combattre dans ton pays. Est-ce qu'il y a un côté forcément très plaisant, parce qu'on est heureux que le MMA progresse dans son pays, mais aussi le côté un peu, j'aurais bien aimé y être. J'aurais bien aimé être dans ma prime jeunesse et pouvoir combattre à Paris. Alors, moi, je ne regrette pas cette période lointaine, 2008, où j'ai commencé la compétition. Ouais. Il fallait, pour combattre, trouver des combats, et bien souvent, il fallait aller à l'étranger. Moi, ça m'a permis de voyager, pays de l'Est, la Russie, me retrouver à Vladivostok, qui est à l'autre bout de la planète. C'est combien d'heures? Le Japon. C'est combien d'heures pour aller à Vladivostok? 5 heures pour aller jusqu'en Russie, je crois, jusqu'à Moscou, pardon. Ouais. Et après, il fallait prendre l'avion pendant 9 heures. Les avions russes, les avions russes. Et il fallait aller là-bas. Et ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris en termes d'expérience, ça n'a aucune valeur. Ouais. C'est pas quantifiable. Tu les changerais pas? Voilà, je changerais pas. Et pas sûr, surtout avec le niveau que les combattants ont aujourd'hui, les amateurs, c'est très fort. Ils bénéficient aussi de l'expérience d'anciens. Et c'est vrai que, non, j'ai pas de regrets là-dessus. Au contraire, maintenant, j'ai cette expérience-là qui peut servir aux autres. Ouais. Et voilà, je pense que chacun son timing, chacun son heure. Les choses sont ce qu'elles sont. Et j'ai pas de regrets. Au contraire, je suis assis et je regarde un peu, j'admire, je suis témoin de l'avènement du MMA en Europe.
J'ai mon coach, mon coach de l'époque, Cyril Diabaté, qui s'est battu pour ça. Nous, on combattait, on avait des t-shirts et des shorts avec Xavier qui était estampillé Legalize MMA. Ah, Xavier On était Foupapokam. un peu vus comme des parias parce qu'on faisait ce qu'ils appelaient à l'époque du free fight. Donc c'est différent. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube. Enfin, c'était une autre époque. On y allait vraiment. Les motivations, elles étaient autres. Il fallait se prouver des choses, aller combattre en Russie contre des gens qui nous ont rien fait, qui parlaient même pas notre langue. On se cassait la tête. Qui parfois était un peu dopé, bien un sûr, peu chargé. mais c'est un truc sur lequel on n'avait pas forcément le recul. Ouais. On y allait parce que voilà, c'était un moyen aussi de quitter le quartier, là où on était. Et pour beaucoup, c'était une façon de s'exprimer, une façon de dompter ses peurs. Moi, j'ai pas eu forcément le courage d'aller faire certaines choses dans la rue. Et je les ai faites tant bien que mal dans les sports de combat. Et ça m'a apporté une discipline, une expérience et quelque chose pour lequel que j'échangerais pour rien au monde. Donc aujourd'hui, je suis le coach, l'ancien combattant que je suis, toujours actif à l'entraînement parce que voilà, et je veux rester aussi concurrentiel. Quand j'ai Samba qui essaie de me casser la figure ou d'autres combattants, voilà, Samba Sima, quand j'ai le plaisir de pouvoir tourner avec un Morgan Charia, avec un Taylor Lapillus à l'entraînement, et voilà, je reste dans le coup, donc ça fait plaisir. Et est-ce que tu penses que, justement, tu évoquais un Morgan Charrière, tous ces combattants de cette génération-là qui sont nés avec le MMA, qui sont venus directement au MMA et n'ont pas forcément fait une autre discipline, est-ce que tu penses qu'ils sont conscients du parcours que vous, les anciens, vous avez effectué pour qu'on en arrive là, finalement? Je pense qu'ils en sont conscients parce que, premièrement, ce sont des combattants très intelligents. Et pour avoir... Morgan a connu cette époque où le MMA n'était pas autorisé en France. Il a fait ses armes dans cette ambiance-là. Il a combattu. Moi, j'ai vu arriver Morgan Charia. Il me faisait penser à un jeune Mohamed Ali. Vraiment, il a trouvé qu'il avait des airs. Attention les comparaisons. Attention les comparaisons. Avec Mohamed Ali. Taylor, pareil. À l'époque, lui et son frère s'entraînaient. J'allais jusqu'au fin fond du 91 pour aller chercher un peu de connaissances. Parce que j'avais un niveau au sol qui n'était pas fou. Et ils étaient là. Et on les voyait démarrer, s'entraîner. Donc, de les voir aujourd'hui au plus haut niveau... à l'UFC Paris devant un parterre de fans, je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'est 15 000, hein. Voilà, c'est satisfaisant, c'est kiffant. On peut dire kiffant. Oui, on peut. Bien sûr qu'on peut dire kiffant dans les offres de KO. Alors juste avant qu'on enchaîne et qu'on évoque notamment les pesées et la carte de demain soir, j'ai envie d'avoir une petite anecdote sur un voyage à Vladivostok. Comment ça se passe ? Explique-moi comment ça se passe. Est-ce qu'on est bien reçu à l'hôtel ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur d'avoir sa bouffe empoisonnée, des choses comme ça ? J'ai envie que tu m'expliques. Honnêtement, Vladivostok, ça a été une expérience incroyable. Déjà, prendre l'avion aussi loin, c'était la première fois. Arriver là-bas, tous les bâtiments, ils sont un peu austères. On dirait une map de Call of Duty. Et dès qu'on rentre dans des bâtiments, c'est luxueux, c'est clean et tout. Conférence de presse, on arrive. Déjà, on fait un stage. On fait un stage avec Cyril. Cyril fait un stage. Voilà, on propose, il montre un peu ses connaissances parce que Cyril était très connu là-bas en Russie. Et c'est la première fois aussi que je rencontre le peuple des combattants tchétchènes, en fait. Je ne savais pas. Et, tu connaissais pas leur état d'esprit ? Je ne connaissais pas l'état d'esprit, je ne connaissais pas l'histoire. Et je sais, c'était quoi, 2009, je ne sais pas si, pardonnez-moi au niveau des dates, mais la guerre en Tchétchénie, je n'ai pas vraiment les dates des événements. Et donc, j'arrive là-bas, africain d'origine de mon État, et je donne mon prénom. Il y a des combattants qui sont là, et je dis, je m'appelle Malik. Et on connaît la ferveur, la foi des combattants tchétchènes. Et quand j'ai dit mon prénom et qu'ils m'ont demandé si j'étais de leur confession, j'ai dit oui. Ils m'ont pris dans leurs bras d'une manière qui était... j'avais jamais connu ça. Wow. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Ça m'a marqué. Je me suis dit, cette fraternité-là, je l'avais jamais expérimentée. Donc il y a ça, c'est premièrement qui m'a touché. Le lendemain, conférence de presse. On est là, on déjeune avec son adversaire, alors que
Alors, attends. Quand tu dis non, on déjeune, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans le même réfectoire et vous êtes... Il y a vraiment une sorte de banquet. Ouais. On présente les combattants. Voilà, le lendemain, à la télé, parce que c'était vraiment un big show. C'était le Pancration. Pancration. Et voilà, j'affrontais un combattant tchétchène de là-bas. Et on arrive, cérémonial, table, buffet, on mange. Et je me dis, je vais me battre avec lui. Il était face à toi. On était là, on était ensemble et tout. Et on était en train de déjeuner. Il y avait un parterre d'hommes d'affaires. La Russie, c'est riche aussi en population, parce qu'il y avait des Asiatiques. Vladivostok, c'est vraiment le point le plus extrême. Du port de Vladivostok, on voit le Japon. Donc c'est vous dire que même la population, elle est typée un peu asiatique. Et c'était quelque chose d'assez surprenant pour moi. J'avais quel âge? J'avais 26 ans. Wow. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. J'imagine. Donc conférence de presse, les organisateurs avec tous leurs habits d'apparat, des grosses voitures, des montres à quelques milliers de dollars. Et je regarde tout ça avec un œil un peu waouh. Je me dis quand même c'est impressionné. Ouais, nous on s'entraîne à Nanterre dans un petit truc, on va aller jusqu'à là-bas. Et déjà ça c'était une expérience de fou. Et bon, il nous emmène le soir dans un dans un sorte de sauna. Allez, je te coupe un tout petit instant. On va continuer cette histoire. L'histoire elle est longue. On va rester là-dessus. Si tu veux, ça peut être notre fil rouge du premier podcast. Je te coupe un tout petit peu parce qu'on va aller à Bercy. On est en plein dans la pesée cérémonielle et on est avec Lucie Berthaud qui est dans les parages. Elle est dans les coursives de Bercy, à proximité des combattants qui ont été pesés officiellement dans la matinée et qui là font la pesée cérémonielle, donc une pesée pour le public concrètement, pour ceux qui regardent l'UFC et même le MMA en général, vous connaissez. Salut Lucie, et je crois que tu es avec un combattant d'origine africaine, d'origine nigériane et zimbabwéenne, Bolaji Oki, le Zulu Warrior. Tout à fait. Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, j'ai la nouvelle sensation de l'UFC, une pépite, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu, Oki Bolaji. Première pesée cérémoniale ici à l'UFC Paris, donc on est à l'Accor Arena, l'ambiance bat son plein. On avait l'impression que tu étais en Belgique, Oki. Ici c'est chez moi. Paris, Belgique, Bruxelles, c'est la même chose. Alors comment tu expliques cette ferveur du public? On a vraiment senti une émulation très positive. Le public a fait corps. Comment tu expliques ça? Tu as la cote en France ou est-ce que ton public de supporters est venu ici? Les Français, ils savent très bien qui est le Zulu Warrior. Ils me soutiennent et donc ils savent quelle heure il est et demain soir ils vont voir. Alors on a ressenti une vraie tension, vous étiez pratiquement tête contre tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des messages qui passent à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben voilà, le public, l'office, il était là derrière moi. Une fois que je vois mon adversaire, je l'ai fait comprendre en le regardant dans les yeux que demain ça allait être la guerre. Et je lui ai dit, on y va, on va y aller. Et elle m'a dit, let's go. Alors demain, ça va péter, donc soyez là. Tu as déjà combattu à l'Apex, à Las Vegas. Quelle est la différence là, entre l'UFC Paris, l'Accor Arena et l'Apex? J'imagine que l'ambiance n'est pas la même. Ça n'a rien à voir, On a bien vu la réaction de la foule. Donc voilà, pour moi ici, c'était vraiment l'énergie de la foule qui me peps encore plus. Et donc voilà, à Paris en plus, à côté, c'est la maison comme j'ai dit. Donc que demander de mieux? Tu peux nous faire une petite promesse pour demain? À quoi tu t'attends? Finish, bang bang, Zulu. Pow, 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 pow. Merci, au revoir. C'est tout. Merci Oki, bon courage. Voilà, c'était Oki. Incroyable. Incroyable, le Zulu Warrior. Malik, on fait une petite pause, on va revenir sur ton histoire à Vladivostok qui est vraiment très intéressante et moi j'ai envie d'avoir la conclusion, mais on va montrer quand même très rapidement la main card de cette UFC Paris 3e édition. Très belle main card. Juste avant, on a une autre combattante qui est à proximité de Lucie, c'est Nora Cornol. Voilà, les combattants passent les uns après les autres, c'est notre fil rouge, pesée cérémonielle de l'UFC Paris. Lucie, vous êtes avec la combattante Nora Cornol qui a changé d'adversaire ces dernières semaines. Demandez-lui concrètement, est-ce que ça a changé les dernières semaines de sa préparation? Bonsoir Christian.
encore. Et oui, je réceptionne tous les combattants UFC. Et là, j'ai notre ambassadeur, Nora Cornol. Nora Cornol, une impression de déjà vu. Là, on va affronter Jacqueline Cavalcanti. Quel est le sentiment là à l'approche de cette revanche? Il n'y a pas de sentiment, je suis juste prête et c'est demain. C'est demain, il n'y a pas trop de mots à dire. L'expression, elle se fera dans la cage demain soir, pardon. Demain matin, je vais la laisser tranquille, ça va bien se passer. Demain soir. Elle me dit que j'ai pas d'excuses cette fois. C'est vrai. Donc vous vous êtes un petit peu chauffé. Elle me dit, t'as pas d'excuses cette fois. Cousine, t'as pas d'excuses. T'as eu 2 semaines, t'as voulu accepter en 2 semaines, il n'y a pas de problème. J'espère qu'elle s'est arrangée pour être bien prête comme il faut. La tension est palpable. Comment c'est passé? Parce qu'on le sait, pour les femmes, c'est toujours un peu plus compliqué de par le système hormonal. Pour toi, comment ça s'est passé cette fois-ci? Bah écoute, ça a été compliqué, hein, on va pas se mentir. Maintenant, tout le monde le sait un peu. Maintenant, voilà, c'est quelque chose que j'accepte. Donc, en l'acceptant, je l'appréhende mieux. Et puis, je me mets déjà dans les conditions mentales, pour pouvoir faire au mieux et dans le meilleur état d'esprit qui soit. Voilà. Là, c'est la délivrance, j'imagine. À 24 heures du combat, quel va être ton programme? Alors, à 24 heures du combat, honnêtement, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, repos. Manger, rechercher, boire. Je suis un peu déshydratée encore, mais ça va aller, ça va le faire. Et tu comptes faire la différence demain par rapport à ce qui s'était passé la première fois? Parce qu'on le rappelle, c'était une revanche. Comment tu comptes faire la différence? Connectez, vous regardez le combat, vous la verrez la différence. C'est la différence que ce soit avec moi-même d'il y a 3 ans et la différence face à elle. À demain pour ça. Merci beaucoup Nora. Merci à toi. À demain. Merci beaucoup Lucie. Et je vais tout de suite me tourner vers toi Malik. Nora Cornol, on est dans les off de KO, on dit les choses. Hein. La coupe de cheveux qu'elle arbore là, ouais. Elle est venue la faire chez toi, alors, dans ton barbershop. Elle est passée au barbershop, hein, on a pris soin d'elle. J'ai quelques photos, hein, je les diffuserai sur les réseaux. Ouais, Nora, vraiment, moi, j'ai un lien particulier avec elle. Vraiment, c'est une combattante que j'apprécie beaucoup parce que c'est un peu David Banner, elle se transforme. Elle est là, elle va être gentille, puis d'un coup, elle se transforme. Elle devient quelqu'un d'autre, elle tabasse ses adversaires. Ouais. Donc, c'est une combattante qui est divertissante. Et une personne qui est attachante. Et un mot sur Bola Geoki qu'on a vu juste avant. Zulu Warrior, on a envie de le suivre. Hein. Je valide. On a envie de voir. Beaucoup, on a envie de voir son combat. Il a dit il vit pour le KO. C'est un combattant qu'on devrait sponsoriser. Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. KO l'émission, voilà. Oui, on a. Doucement, Malik, on n'en est pas encore au point lancer ça. On n'en est pas encore au point de sponsoriser les combattants. Déjà, sponsorisons-nous nous-mêmes. On va tout de suite retourner vers Lucie. Lucie qui est avec quelqu'un qu'on connaît très bien, notre consultant Taylor Lapillus. Lucie, vous êtes à ses côtés. Taylor Lapillus est pesé comme d'habitude. De toute façon, Taylor, c'est l'artiste martial, c'est le professionnel. Il n'y a rien qui dépasse. Il a été pesé à 61 kilos. 400, j'imagine. Je crois qu'il vise même un petit peu en dessous, puisqu'il veut être juste en dessous de la tolérance. Comment est-ce qu'il est, notre Taylor? Alors, je suis avec notre consultant émérite, et pour tout vous dire, je ne l'avais pas reconnu tout à l'heure. Comment ça va, Taylor? Tu n'as jamais été aussi maigre. Eh bien, écoute, ça va très bien. Pourtant, j'ai repris du poids, donc je ne sais pas pourquoi je dis que je suis maigre, mais écoute, non, je me sens bien. Je suis content d'être là, forcément. Le public me le rend déjà, donc c'est super, c'est génial. Alors, je pense que ton adversaire a été plutôt bien accueilli, bien reçu pour sa première à l'UFC. Bah, on est à Paris, donc forcément, ça fait partie du welcome pack quand on est un adversaire d'un Français et qu'on arrive sur Paris. Donc voilà, pas surpris. Et encore une fois, comme j'ai dit, le public me le rend déjà et je suis content. Alors souvent, pendant ce moment à la pesée cérémoniale, il y a des messages qui passent, il y a un body language. Comment tu t'es senti vis-à-vis de lui? Comment lui s'est senti? Qu'est-ce que tu as pu percevoir avec tes petites antennes? Écoute, moi, j'ai rien perçu, j'ai juste kiffé mon moment, c'est tout. C'est-à-dire que le public était là et ils envoyaient une énergie folle, comme l'année dernière. Donc j'ai juste kiffé mon moment, j'ai juste kiffé l'instant, c'est tout. Et puis voilà quoi. Après, je laisse mon équipe décortiquer les petits détails, le body language, comme tu dis. Et de toute façon, ils me diront vite ce qu'ils ont ressenti de ce face-off. Alors, tout le monde ici a le visage un peu tendu, tout le monde est fermé, tout le monde veut en découdre. Toi, tu as toujours le sourire. Tu es plutôt relâché aujourd'hui. Bah, je vais faire mon métier, je suis content, forcément. Donc, pas de raison d'être tendu. Ça y est, la pesée, elle est passée.
Donc les visages étaient très 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 serrés. Je garde mon visage serré pour mon adversaire. Et puis bah, quand je te vois, Lucie, je suis obligé de te faire un grand sourire, forcément. Merci Taylor. Voilà, on vous rend l'antenne. Merci beaucoup Taylor, toujours bon, hein, toujours très bon. Taylor Lapillus, qui a mis du temps quand même à avoir son adversaire. Morales, ça a été signé vraiment et a officialisé en tout cas. Il y a une grosse semaine, on va dire. Hein. On s'est posé beaucoup de questions. Et voilà, pour être honnête, dans les offs de KO, on lui posait même la question. Voilà, Taylor, on ne te voit pas à l'affiche, on ne te voit pas sur les programmes de l'UFC. Qu'est-ce qu'il en est? Finalement, il a réussi à avoir ce fight. Ça veut dire que l'UFC, déjà, a tenu sa promesse. Hein. Il lui avait promis un combat. Mais que, quand même, il y a pas mal de monde qui sont pas forcément, tu vois, qui essaient d'éviter Taylor Lapillus. C'est un problème. On dirait bien. Hein. Taylor, c'est un problème. C'est un problème. On le voit lors de ses combats. Il parvient à déjouer les pièges qu'on lui tend. Pour moi, parmi les combattants français, c'est celui qui a le fight IQ un des fight IQ les plus élevés. Il prend pas beaucoup de coups. Ouais. Il est très stratégique dans sa manière de combattre. Pourtant, il est offensif aussi. Donc, c'est un combattant qui est classe. C'est notre, est-ce qu'on peut dire, c'est notre Floyd Mayweather, peut-être? Avec, dans l'attitude. Alors, je lance peut-être un débat. Attention. Dans le. Non, parce que je me permets de réagir comme ça. Je me permets de réagir comme ça parce que Taylor ne serait pas forcément, serait pas forcément enclin à accepter cette comparaison. Oumar Sy est dans les parages, apparemment, je crois, on me dit, aux côtés de Lucie. Oumar Sy, le deuxième combat d'Oumar Sy à l'UFC, chez les 93 kilos, il affronte un Coréen. Lucie, comment est Oumar Sy? Effectivement, une saveur particulière aujourd'hui, j'imagine, parce que tu avais d'abord été à l'Apex. Aujourd'hui, on est à l'UFC Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance ici? Bonjour à tous. Déjà, l'ambiance, elle est folle. Après, voilà, je suis concentré sur demain. Pour moi, une cage, ça reste une cage. La particularité, c'est que là, c'est devant le public. Donc, et honnêtement, je vais essayer de rester focus, juste emmagasiner le maximum d'énergie positive. Voilà, pour gagner. Et est-ce que cette énergie collective là qui fait corps d'un seul coup, ça transcende? Qu'est-ce que tu ressens? Honnêtement, là, je ressens pas grand-chose. Je suis vraiment concentré uniquement sur demain. Voilà, j'ai une prestation à donner et voilà, je vais essayer de faire kiffer tout le monde et puis voilà. Quel est l'objectif demain? L'objectif, c'est uniquement la victoire, peu importe la manière. Que ça ait la décision ou un finish, c'est uniquement la victoire. J'ai pas le droit à l'erreur. Il y a un plan A et on va s'y tenir jusqu'à la fin. Pourquoi ne pas avoir le droit à l'erreur? Parce que tu es encore invaincu. Pourquoi tu es dans cet état d'esprit? Voilà, c'est ma 8e organisation où est-ce que je combats. Donc du coup, ça s'est toujours bien passé. Là, devant mon public, vraiment, il y a un plan A et on va s'y tenir. Et on a hâte de te voir demain avec l'énergie collective autour de toi. Merci beaucoup, merci à tous, c'est gentil. Merci pour la force, merci pour les messages de soutien et puis voilà, merci. Merci. On vous rend l'antenne. Merci beaucoup à Oumar Sy. On le voit, lui, il est déjà dans son combat. Hein. Il n'avait pas spécialement envie de s'étendre sur exactement ce qui lui passe par la tête. Il était déjà comme ça, mardi, lors du Media Day, pour tout dire. C'est particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé pas mal de choses, Oumar Sy, dans son organisation. Ça y est, il a un gym. Il a arrêté son métier de mototaxi. Il a un gym, il s'entraîne... quand il prépare ses gros combats, et notamment comme cette échéance UFC Paris, il s'entraîne à l'ATT en Floride, l'American Top Team. C'est un vrai gros gym. Dans KO, on l'a évoqué avec Tonton notamment, qui n'est pas forcément toujours très fan des gros gyms comme ça, où il n'y a pas une très grosse structure autour d'un combattant et les coachs n'ont pas forcément le temps de s'attarder sur un combattant, surtout quand il est nouveau et qu'il est un peu jeune à l'UFC. Toi, qu'est-ce que tu penses de son choix d'aller à l'American Top Team? Eh bien, c'est un bon choix, je pense. C'est un bon choix parce que ça va le mettre, en tout cas, hors de sa zone de confort. Il était là sur Paris. Régulièrement, je le voyais à la salle aussi, notamment à la M4. Malik, je te coupe un instant. Il y a Fares Ziam qui est à côté de Lucie. Fares, on veut pas forcément gêner les combattants qui sont en pleine préparation. Lucie, dites-nous tout. Est-ce que Fares Ziam est prêt pour son combat? Il affronte Matt Frevola, l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, il a passé une bonne semaine d'entraînement chez BSD dans le sud-ouest de la France. Alors, je sens Fares Ziam remonter à bloc. Comment ça va, Fares? Ça va super. Ouais, super bien, ouais.
Alors, tu as beaucoup voyagé ces derniers temps, tu es de retour à la maison. J'imagine que c'est un moment que tu attendais parce que l'UFC Paris, ça reste un moment unique dans la saison. Ouais, c'est unique. Je me sens chanceux d'être ici. Je suis très heureux et voilà, hâte d'être à demain. Parle-nous de l'ambiance un petit peu là. J'ai l'impression que ça vibre dans tous les sens du côté de la pesée cérémoniale. Ouais, je suis chaud. Mais il a voulu faire le show. Il pensait que le public était de son côté, mais non, on est chez moi ici. Alors comment tu réagis toi à toutes ces provocations, à tout ce trash talking? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça suscite en toi? Franchement, moi je suis déconnecté. Je m'en fous de tout ça. Un petit peu un passage de témoin là avec Benoît Saint-Denis qu'il avait déjà affronté. Quel est ton objectif? C'est de montrer que tu peux toi aussi aller chercher éventuellement un top 10, top 5. Quel est l'objectif? L'objectif c'est clairement de gagner et de progresser de combat en combat. Et pourquoi pas aller chercher un top 15 plus tard. Eh bien en tout cas on a hâte de te revoir demain. T'as progressé encore ou pas? Toujours. Il ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Fares. Lucie, voyons, un combattant progresse toujours, surtout quand il est plutôt jeune comme Fares Ziam. Mon cher Malik, petite question, on revient sur ce qu'on évoquait, hein, Oumar Sy et son passage. On enchaîne encore une fois Morgan Charrière et aux côtés de Lucie Berthaud. Morgan Charrière qui a fait à peu près la même coupe que l'an dernier pour l'UFC Paris. Tout à fait. Une entrée de rockstar encore une fois pour Morgan Charrière. Comment ça va Morgan? Bah écoute, ça va super, ça fait plaisir de ressentir encore ces émotions. Je crois qu'ils sont toujours aussi chauds. Ça t'avait manqué ou pas? Ouais, de ouf, en vrai ça manque de fou, en vrai. Ça m'a fait grave plaisir. Alors raconte-nous tout, comment s'est passée cette pesée? Ça a été facile, difficile, comment ça s'est passé? Non, ça va, franchement, hier soir j'avais presque fait le poids. Ce matin il me restait que quelques grammes à cut. Bon, c'est toujours les plus compliqués, mais ça va, ça a été en vrai, le coaching n'a pas été trop dur. Ouais. On a eu le cutting, on a eu ce changement d'adversaire. Là, comment tu l'as ressenti ce moment où tu as été face à face? Ouais, je pense qu'il est prêt, il est là pour un demain, donc ça va être top, ouais. Et alors toi, 24 heures là, du fight, quel est le programme maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Regen, continuer à manger, à boire pour arriver le plus en forme possible demain, ouais. Le plus en forme, ça veut dire avec combien de kilos en plus? Ah, ça c'est une bonne question, on ne saura savoir que demain. On le saura ça demain, donc merci beaucoup Morgan. À demain Morgan. Super. Alors Malik, on va faire un truc Et très ça simple. s'enchaîne. On va arrêter de discuter et on va laisser la main à Lucie qui prend possession en fait de cette émission. Hein. C'est les offs de Lucie Berthaud finalement. Lucie, vous êtes avec un autre combattant qui est juste après. Je crois que c'est William Gomis. Non, alors c'est Kevin Jousset. Il a traversé le monde et il va me rejoindre dans un instant, muni de son drapeau tricolore. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Raconte-nous un petit peu l'ambiance de l'autre côté. Toi qui as fait tes premiers pas en MMA de l'autre côté du monde, aujourd'hui tu reviens sur tes pas. T'es un peu le Ulysse finalement français. Tu reviens à l'autre bout du monde, en France. Le public est en feu. Là, je vais combattre à la maison pour la première fois, comme vous venez de dire. J'ai hâte. Le public est en feu. J'ai hâte de leur rendre leur énergie. Donc, Tu avais déjà vécu ce type de pesée avec un public qui déploie une telle ferveur? j'ai vu des beaux publics avant, mais là, c'est mon public. C'est les gens qui m'aiment, c'est les gens que j'aime. Donc, j'ai hâte de les représenter. Mais c'est ironique, alors partir à l'autre bout du monde, commencer le MMA là-bas, et finalement c'est le MMA qui te ramène ici devant ton public, et tu peux le voir, tu es accueilli chaleureusement. Exactement. C'est une histoire de fou, mais bon, je la changerai pour rien au monde. Je suis vraiment fier et au final, là, je vais combattre devant mon pays. Que demander le plus, c'est parfait. Comment s'est passée la pesée? C'est ça la question qui nous intéresse. Très bien, j'ai pu sentir son énergie. Il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là. Donc moi, par contre, j'ai envie d'être là. Et demain, ça va être la guerre dans la cage et j'ai hâte d'y être. Et qu'est-ce qui te fait penser ça, qu'il n'a pas envie d'être là? C'est son body language, son expression, ses yeux. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Les yeux mentent pas. Les yeux Kevin, on est à 24 heures du combat là. Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant? Comment tu te sens? Je vais juste rester concentré sur mon combat. Tout ce qui s'est passé jusque-là, on s'en fiche. Il y a une seule chose qui compte pour moi, c'est ramener la victoire demain en France, pour mon public, pour ma famille et pour moi-même. Là, tu es dans le tunnel en fait. Exactement. Et à l'issue du tunnel? Je gagne, c'est tout. Demain, je gagne. Merci Kevin. Bon courage à demain. Kevin Jousset, lui aussi, on a envie de suivre. Hein. Alors, on va on a enchaîner. envie de le suivre. Vous avez qui maintenant, Lucie? Qui est avec vous? Alors désormais, j'ai William Gomis qui vient de nous rejoindre. Enchaînons, on enchaîne. Il arrive dans un instant. Salut William, tu vas bien? Alors, William est avec nous, on l'avait reçu justement sur le plateau de Canal Plus Sport. William, parle-nous de cette pause de cette fois-ci, ça s'est bien passé, t'as l'air en forme. Ça s'est très bien passé, je suis super en forme.
Là, il a fait un peu le malin à la pesée, du coup, je suis hyper excité. C'est l'erreur à pas faire avec moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Explique-nous un petit peu et qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Il a tendu la main pour me serrer la main, il m'a tiré. Je me suis dit, il est fou, lui, quoi. Et donc là qu'est-ce que ça suscite là? Tu as envie d'en découdre maintenant là? Tu as envie d'être dans le combat? Ah ouais, j'ai envie d'y être et lui envoyer de la sauce. À quoi on peut s'attendre? Un bon KO au deuxième round. Carrément, tout ça. Alors comment ça s'est passé pour toi? Donc on a eu la pesée, ça s'est très bien déroulé. Ensuite on vous a vu attendre un peu comme des bons élèves derrière l'estrade. Parce que c'est vrai que le public voit le côté show et spectacle. Mais là derrière vous étiez très discipliné. Comment ça s'est passé en fait? L'avant, le pendant, l'après? Ça s'est bien passé, hein. On est arrivé tranquillement. On a dû s'asseoir et puis regarder les interviews sur le grand écran. Puis ensuite on est arrivé et on s'est mis en ligne pour la pesée, quoi. Ouais, et puis on voit du beau monde ici à l'UFC Paris. On a vu Diego Lopez, on a vu Robbie Lawler, icône aussi. Il y a du monde, c'est beau. Et j'ai pu voir aussi Diego Lopez qui est là, qui est dans ma catégorie et que j'aimerais affronter à un moment donné. Donc c'est cool. Un petit défi peut-être là en coulisses? Ouais, ça va arriver. William, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour demain là? Donc un KO, tu nous l'as annoncé. Pendant les 24 prochaines heures, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer un maximum, reprendre des forces, des féculents et tout ce qu'il faut. Et je vais récupérer toute la force possible pour être au top demain. Parce que c'est millimétré ce que tu manges avant la pesée, mais c'est aussi millimétré tout ce que tu manges d'ici le combat. C'est ça, exactement. Faut être au maximum de son énergie. Tu as toujours le sourire, en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup William. À demain. À demain. Malik, William Gomis, c'est un sourire, il faut pacifier. Hein. Quand il sourit comme ça, il faut pacifier. Façade. Il est rempli de mauvaises intentions, William Gomis. Il faut le voir à l'œuvre. Quand il combat, c'est toujours aussi... c'est beau à voir, c'est propre, c'est inspiré du Sanda. Il y a des beaux échanges debout. Donc, William, il est là, il fait son gentil, mais on sait que derrière, il veut frapper l'ennemi. Exactement. Et on va enchaîner, comme tu le sais, Malik. Nassourdine Imavov est dans les parages juste à côté de Lucie Berthaud. Nassourdine, co-main event face à Brendan Allen. Brendan Allen qui a beaucoup parlé cette semaine. Oui, Nassourdine Imavov qui arrive tout juste de la pesée cérémoniale. Effectivement, les esprits se sont échauffés. Nassourdine, comment ça va? Ça va au top, merci. Comment s'est passée la perte de poids avec ton coach Smart Fight, Nicolas Haute? Excellent comme d'habitude. On n'a pas beaucoup perdu, c'était trop facile et je suis en pleine forme. Alors on a vu que les esprits s'étaient un peu échauffés avec ton adversaire. Qu'est-ce que ça suscite en toi? Quelqu'un qui vient te chercher un petit peu, qui vient te provoquer. Qu'est-ce que ça suscite en toi? Comment tu te sens par rapport à ça? Ça me motive énormément, mais je suis calme, je suis très très calme. Et il n'y a pas d'énervement, je suis focus. Et de toute façon, demain, c'est demain. Donc tu gardes la tête froide. Là, pendant la pesée, il y a eu des jeux de regard, j'imagine. Vous vous êtes un petit peu chauffé aussi? On s'est un peu chauffé, je sais pas, mais en tout cas, le public était bien chaud. Et il a dit à plusieurs reprises que je n'étais pas chez moi ici. Et je pense qu'il a compris aujourd'hui que j'étais bien chez moi. Là, le message est passé, la ferveur du public, on l'entend. Quand tu arrives, partout où tu arrives, il y a une vraie ferveur. Est-ce que c'est un moment qui t'a manqué, ça, l'UFC Paris? Énormément. C'est pour ça que je voulais absolument y être. Et je suis très content. J'ai hâte d'y être pour demain. C'est pour ça que tu étais prêt à prendre un risque avec Brendan Allen, qui est censé être moins coté que toi. C'était le risque à prendre pour pouvoir vivre cette superbe expérience. Encore une fois, une troisième fois, si je ne me trompe pas. Évidemment. On m'a proposé d'attendre et prendre quelqu'un mieux classé. Mais on a dit non, on veut absolument être à Paris. Pour les Français, pour la France. Et voilà, pour les femmes. L'enjeu, c'est quoi exactement demain? L'enjeu, là, quel est-il? Pour toi, qu'est-ce que tu as à prouver demain à l'UFC Paris? Qu'est-ce que j'ai à prouver? C'est que j'ai ma place parmi les meilleurs, que je ne suis pas dans le top 5 pour rien et que j'arrive très très fort pour la ceinture. Bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Nassourdine. On te dit à demain. On est de tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Nassourdine Imavov qui, comme l'a dit Lucien, il prend un risque en affrontant Brendan Allen, 8e. Brendan Allen qui, pour tout dire, j'ai eu la chance de l'interviewer en plein milieu de semaine pendant la Fight Week. Il me disait, Nassourdine Imavov, c'est un sniper parce qu'il aime bien rester à distance et frapper à distance. Moi, je l'attends au sol.
Et quelques minutes après, Nassourdine, je l'ai eu en interview aussi, qui me dit moi j'ai envie que ça se passe au sol. J'ai envie que ça se déroule au sol, je vais aller le chercher. Est-ce que tu penses que c'est le bon plan? Moi, je pense que c'est de l'intox. Nassourdine va certainement rester sur ses fondamentaux, là où il peut s'exprimer, là où il est le plus dangereux. Ce serait dommage d'aller risquer la soumission au sol avec un spécialiste. Qu'est-ce qu'il a gagné en allant sur le terrain de l'autre, si ce n'est un truc de l'ego, de se dire je te prends à ton propre jeu. Non, si vous avez étudié l'art de la guerre, cher Christian, il faut aller amener l'adversaire sur le terrain là où il est le moins fort. Donc il va falloir le sniper bien comme il faut. Après, il strike aussi, hein. Il strike aussi, Nassourdine, c'est rugueux, c'est dur. J'ai pas eu le loisir d'échanger avec lui. Je suis pas pressé, mais beaucoup m'ont dit que c'est pénible. C'est relou. Ouais, c'est relou. Exactement. Nassourdine Imavov en co-main event de cette soirée. Je pense que dans pas très longtemps, Lucie va nous interrompre pour nous annoncer que Benoît Saint-Denis est dans les parages. Benoît Saint-Denis, c'est la star de cette UFC Paris 3e édition. Et BSD, il y a quelques mois, on le sait, en mois de mars dernier, il a perdu son combat face à Dustin Poirier. Et entre-temps, il a changé de coach. Changement de coach. On ne va pas revenir sur toute la polémique qui a existé entre Daniel Voirin et BSD. Ce n'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'éventuellement déjà l'écouter. BSD est aux côtés de Lucie Berthaud et on reviendra sur le petit changement après avec vous, Malik. Lucie, dites-nous tout. Est-ce que le God of War est prêt à livrer une grosse guerre demain dans l'octogone ? Les visages sont fermés, les interviews s'enchaînent, mais les visages sont fermés. Benoît Saint-Denis est avec nous. Benoît, comment tu te sens après cette pesée cérémoniale? Quelle était l'ambiance sur l'estrade? C'est tout ce que j'attendais. J'ai tout le monde qui est derrière moi. Maintenant, à moi de faire le job. Il y a une jolie confrontation. Donc, je suis là pour prendre beaucoup de plaisir et surtout vous en donner. Est-ce qu'il y a des informations qui passent à ce moment-là? Est-ce que tu ressens certaines choses d'un point de vue physique, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue, je ne sais pas, peut-être mental? Je sais ce qu'il est venu chercher et il sait très bien ce que je viens chercher. Tous les deux, on n'est plus des enfants à ce jeu-là, donc demain, ça va être la guerre et une histoire. Comment s'est passée cette perte de poids? Parce que moi, je ne t'ai jamais vu aussi affûté, Benoît. Je me suis mis entouré, j'ai un diététicien maintenant, donc forcément, on a fait ça de manière plus longue, plus méthodique. Et du coup, c'était forcément moins drastique à la fin. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'être plus optimisé pour le combat? Exactement, c'est de mettre tous les paramètres qui peuvent être négatifs du haut cutting de côté. Ouais. Parle-nous un petit peu de l'ambiance. Encore une fois, on a senti que le public faisait corps. Je me souviens très bien de ta première apparition au premier UFC Paris. Tu avais littéralement pris un shoot d'adrénaline quand tu étais entré dans la cage. Est-ce que là, c'est déjà une première amorce de ce moment-là? Tu es revenu prendre un shoot? À chaque fois, le public français, il est incroyable. Surtout d'un point de vue du MMA, c'est incroyable ce qu'ils nous font vivre. On a des émotions, une communion avec eux qui est exceptionnelle. C'est une fois par an, donc on ressent que les gens, ils ont eu de l'attente et ils sont là pour se faire plaisir. Donc voilà, donc comme je disais, vive la France et j'ai hâte d'y être. Parce que nulle part ailleurs, tu n'as vécu ça finalement. Non, j'ai beaucoup aimé les ambiances aussi aux États-Unis, comme au Madison Square Garden notamment, mais c'est pas la même atmosphère. Rien de comparable. À quoi on peut s'attendre là pour demain, maintenant que tu as pris la température? Un gros combat, ouais, bien évidemment. Tu penses que ça va aller au bout? Je pense que ça va être une belle guerre. Et après, à moi de faire le boulot pour le raccourcir si possible. On a hâte de te suivre. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Lucie. À demain. Merci beaucoup, Lucie. Je pense qu'on a eu toutes les principales stars. Merci infiniment, Lucie, pour toutes ces interviews. Ça a bien enchaîné. Ça a été les offs de Lucie Berthaud, comme on disait, pendant quelques minutes. On revient un instant juste sur le body language de BSD. Bras croisés, visage fermé. Est-ce qu'il est déjà dans son fight ou est-ce qu'il n'avait pas envie de répondre à Lucie? Je pense qu'il avait soif, peut-être. Peut-être, ouais. Il avait besoin de récupérer un peu. Parfois les pesées, hein, je ne sais pas combien il cut Benoît, mais ouais, il avait l'air un peu sec. Il a besoin de récupérer un peu. Il va falloir passer à la regen là.
de l'eau, des électrolytes et un bon plat pour reprendre un peu de force. Exactement. Bon, en tout cas, il a promis un combat engagé, une guerre. Ça n'ira pas au bout, a priori, face à Renato Moicano, le Brésilien. Je reviens sur ce qu'on évoquait juste avant qu'on l'écoute au micro de Lucie, son changement de coach. Moi, j'ai envie de t'écouter, Malik, sur cette évolution dans la relation entre un coach et son élève, un peu comme ce qu'était Daniel Voirin pour BSD. Ouais. C'est lui qui l'a vraiment amené au plus haut niveau, hein, ça je pense qu'on peut le dire. Et à un certain moment, quand le combattant devient une vraie grande star, intègre le top 15, comme ça a été le cas pour BSD, il y a une espèce de switch qui s'opère où finalement l'élève devient le patron du coach. Ouais. Parce que le coach prend un pourcentage. Toi qui es coach actuellement, qui a des élèves et qui a des jeunes combattants, des prospects, qu'est-ce que tu penses de cette période ? Comment on vit cette période quand on est coach ? Est-ce que l'ego en prend un coup parfois, parce que quand on a été le maître et qu'on devient, entre guillemets, l'employé, c'est pas toujours évident. C'est important que les choses soient dites dès le début. C'est important que chacun reste à sa place. Et quoi qu'il en soit, il faut mettre l'ego de côté. Après, il y a la communication, des discussions à avoir. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début, dès cette éducation martiale de dire voilà, je suis votre coach, mais je ne suis pas votre sauveur, je ne suis pas votre papa. Je suis là pour vous amener à la performance dans les meilleures conditions, vous permettre en tout cas d'être des meilleurs combattants. Si vous estimez au bout d'un moment que je ne suis plus en mesure, en tout cas moi, si j'estime que je ne suis plus en mesure de pouvoir t'apporter, qu'il n'y ait plus cet échange win-win et tout, c'est de la responsabilité de chacun de dire peut-être qu'il faudrait mieux aller voir ailleurs et voilà, chercher toujours le bien pour chacun, que ce soit pour le coach ou pour le combattant. Et une chose est sûre aussi, c'est que le coach ne peut pas le vouloir plus que l'élève. Ouais. Si je suis combattant, je suis combattant et ça doit venir de moi, la motivation doit venir de moi. Ça, c'est juste pour me placer un peu le cadre. Maintenant, quand on rentre quand on est un combattant professionnel, on doit comprendre que être coach aussi, c'est un métier. Ouais. Ça demande une rémunération, un pourcentage, peu importe, je ne sais pas comment les choses sont dites, mais il est commun, en tout cas, de donner 10% au coach, 10% pour le manager. Ouais. Et après, voilà, si le manager aussi ramène des partenariats, chacun prend un peu, prend ce qu'il a à prendre. Maintenant, c'est vrai, c'est le combattant aussi, lui, qui crée la valeur. Enfin, le coach et le combattant créent de la valeur ensemble. Après, le combattant devient une star, mais là encore, c'est une question philosophique. Sans le coach, est-ce que le combattant devient l'œuf ou la poule, bien sûr. Donc, c'est ça, mais il y a beaucoup de combattants pour lesquels ça se passe bien. Après, quand les sommes deviennent colossales et quand les égos aussi montent, il y a... Voilà, c'est des situations... c'est jamais simple. Voilà, c'est jamais simple. C'est toujours plus simple quand on gagne. Quand on perd, c'est plus difficile. Parfois, humainement, voilà, on va mettre la responsabilité sur l'autre. Mais oui, c'est une relation particulière. Ouais. Parfois, ça peut être papa, fils, même si c'est quelque chose qu'on doit éviter. Mentor et élève, Padawan, Jedi, c'est voilà, il y a plein de et puis même dans la littérature, on a beaucoup d'histoires comme ça. Exactement. Donc voilà, je pense que on doit s'inspirer des choses qui fonctionnent bien, établir un cadre. S'il faut poser des contrats, un contrat c'est là pour protéger. Voilà, moi je te propose ça. Moi, voilà, il faudrait qu'on échange comme ça. Ouais. Regarde, t'es d'accord avec ça, vas-y. Si jamais ça dévie, bon, soit on discute, ou soit on dit c'est sorti du contrat. Dans ce cas-là, on s'était dit comme ça, tout le monde est protégé. Il n'y a pas et on peut se séparer en bons termes. Là encore, on est dans la théorie, maintenant dans la pratique. C'est toujours un petit peu différent, effectivement. J'espère avoir répondu à votre question. C'est parfait. C'était parfait. C'était très complet surtout. Et ça m'amène à un autre sujet, un sujet qu'on a abordé déjà dans KO ce jeudi. C'est ta relation à toi, mentor, coach, avec Modibo Diakité, ton élève, ton combattant qui a gagné la ceinture au PEF samedi dernier. C'était un moment très très fort.
On a vécu ça, on a pu le suivre grâce à un sujet vraiment, une pépite de signé Étienne Guinet et Jérémy Triquet qui t'ont suivi avec Modibo, avec toute votre équipe à Lille en inside pour suivre sa conquête du titre du PEF chez les 77 kilos. D'accord, exactement. Sachant qu'en pro, a priori, il descendra chez les 70. Ça, on y reviendra peut-être après. Du cutting. mais première question par rapport à Modibo. T'évoquais là ce côté filiation. Toi, il y a une vraie filiation avec Modibo. Vous avez un lien qui va bien au-delà des sports de combat. Même si jeudi dans KO, tu me disais, son handicap, c'est quelque chose à lui, c'est propre à lui, mais t'es pas insensible. T'es jamais insensible à ça. Non, après, ça fait partie peut-être aussi de mon tempérament, mais je suis comme ça. C'est vrai que je m'intéresse à l'humain beaucoup. Modibo, je l'ai vu arriver, il avait 14-15 ans. Il était tout mince, il avait des locks. C'était un petit gars du quartier comme ça, qui faisait du judo. On rappelle juste, je te coupe, un Modibo Diakité, quand on parle de son handicap, c'est qu'il est malentendant pour ceux qui ne le connaissent pas. Combattant, malentendant, c'est quand même assez unique et rare dans un milieu où l'écoute et la communication est très importante. Comment vous recevez les consignes, les ajustements, les remédiations du combat si on ne peut pas les entendre? Ça, c'est quelque chose c'est vrai que le coach, enfin le combattant et le coach, ils ont ce lien. On dit toujours, quand on coach, habituez-vous à la voix de votre coach, parce que pendant le combat, va pas falloir se tourner faut pas quitter le combattant des yeux, votre adversaire des yeux. Donc là, c'est vrai que c'est particulier. Ça s'est fait tout naturellement, à force. On était là à l'entraînement, on cherchait des solutions, des signes, des façons de comprendre. J'ai beaucoup regardé son frère aussi, comment il fonctionnait avec lui. Et ça a créé un monstre, un monstre qui est Modibo Diakité. Et aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Faut savoir qu'au début, on ne communiquait pas sur la surdité. Il y a même une fois, on était en sparring à l'US Métro. Ah oui, il faut absolument que tu racontes cette histoire. Vas-y. Je raconte maintenant. Vas-y. Sparring US Métro, club dans lequel je m'entraîne en compagnie du meilleur du MMA. J'ai ce lien aussi particulier avec Johnny Frachet qui est le coach là-bas. Et donc à l'occasion, je ramène des combattants pour qu'on puisse échanger. Et ils font leur sparring. Et deuxième round, il y a la cloche qui sonne. Modibo est en position montée sur son partenaire du jour. Et Modibo n'entend pas la sonnerie. Il n'entend pas la cloche. Donc il s'enferme dans une cage. Donc on peut pas rentrer, intervenir tout de suite. Donc à peine le temps de dire Modibo, on essaie de s'agiter comme ça devant la cage, de faire des signes. Il y a un échauffouré, l'autre qui est en dessous, il dit mais ça a sonné. Donc il ne comprend pas pourquoi Modibo n'arrête pas. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il le mord. Mais non. Moi, ça, j'ai pas compris. L'adversaire de Modibo, le partenaire de Modibo avec qui il tourne, il le mord, peut-être pour le faire réagir. Wow. Mais comment? Parce que lui aussi, ça doit être. Il est dans une incompréhension complète. Il se demande ce qui se passe. Dit, pourquoi mon adversaire ne lâche pas? Il y a la cloche. Pas alors qu'il y a la cloche. Donc il le mord. Modibo se lève, il dit mais il m'a mordu. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ça commence les esprits s'échauffent. Il y a les frères dans la salle. Donc ça, c'est jamais personne ne comprend. Donc ça se trappe par le callback, comme on dit. Et au bout d'un moment, on parvient à calmer les choses. Après, de toute façon, vous allez faire quoi? Vous étiez déjà en train de vous battre. Ouais. Donc, ça ne sera que la prolongation la prolongation du truc. Donc, on a pu calmer les esprits. Et c'était intéressant de voir aussi, c'est qu'à la fin, tout le monde a dit quand ça part d'un quiproquo comme ça énorme, chacun pense être dans son droit. Et à la fin, tout le monde se serre la main, tout le monde discute ensemble. Et ce sparring, en tout cas, a été riche en enseignements pour Modibo, parce que vraiment l'adversaire du jour il était fort, il était rugueux, donc on a pu aussi mettre en place certains points stratégiques. Donc cet événement-là, c'est à cocher aussi dans la préparation. C'était une anecdote qu'on ressortira plus tard dans les off news, où on trouvera un autre truc. Oui, non, pour l'instant c'est les off de KO. Les off de KO, juste avant de conclure, on va revenir sur l'UFC Paris. C'est l'événement de ce week-end, de ce samedi soir, qui sera à vivre évidemment sur notre antenne Canal+ Sport 3 à partir de 18h30 GMT. Un dernier mot général sur cette carte.
Toi, qu'est-ce qui te tente le plus en fait sur cette carte? Quel combat tu attends le plus? Oh, j'ai envie de dire. On a la carte, tu as la main card. Qu'est-ce que tu attends le plus? Bon, on va commencer par Benoît Saint-Denis, parce que quand Benoît Saint-Denis rentre, qui commence à écarter ses bras comme ça, qui rentre dans la cage, c'est toujours un événement, c'est toujours une déflagration dans la cage. Morgan, parce que j'aime sa violence, j'aime l'énergie qu'il amène dans la cage. Nora aussi, parce que je sais que elle a plein de combats, elle mène plein de combats à la fois. Ouais. Et voilà, Gomis aussi son combat, parce ça va être un combat difficile, mais j'aime voir son état d'esprit, ce mindset de dire vous inquiétez pas, je vais gérer le truc. Et il vaut mieux partir comme ça de toute façon que de se dire oui, voilà, il a accepté le combat, il sait qu'en face c'est un adversaire rugueux. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle, s'attache à dire Yves Landu, l'un de nos représentants aussi, grand combattant français que je salue. Et donc voilà, il y a des défis, ça va motiver, ils vont peut-être donner envie à toute une nouvelle génération de combattants de briller, de performer. Donc vraiment, big up à tous les acteurs là, du MMA français demain qui vont prendre part à cette belle fête, coach, combattants, et partenaires d'entraînement, parce que c'est tout le monde qui va célébrer le MMA demain, et ça va être super. Ouais, et commentateur aussi, puisque Malik Sylla sera au bord de la cage pour commenter cet événement UFC Paris, la 3e édition qui sera à vivre sur les antennes de Canal+ Sport International. Voilà, c'est la conclusion de ce premier épisode des Off de KO. Les Off de KO, ça reviendra à chaque fois, en veille d'événements très importants, notamment les événements numérotés de l'UFC. Malik, merci beaucoup pour toutes ces indiscrétions. Et attendez, je sais que vous n'avez pas terminé votre histoire sur Vladivostok, on la terminera sur le prochain. Dans les commentaires, si vous voulez, la fin de l'histoire Vladivostok. Dites dans les commentaires, dans les coms. Et puis voilà. Vous l'aurez cette histoire à Vladivostok. Malik Sylla à l'autre bout de la terre. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode des Off de KO.